Bonjour, je m'appelle Laurent Combalbert, je dirige le réseau Ulysseo qui est un réseau de négociateurs. Je suis en disponibilité de la police nationale et du RAID et aujourd'hui je suis un entrepreneur qui dirige une entreprise de négociation complexe. On gère des kidnappings à l'international. J'ai un réseau de 70 négociateurs, j'ai des Chinois en Chine, des Colombiens en Colombie, des Russes en Russie, parce qu'on a besoin d'avoir des négociateurs qui connaissent les réseaux, qui connaissent les pays, qui connaissent la langue, qui connaissent la culture. On a beau connaître la culture du pays avec lequel on négocie, si on n'est pas issu de cette culture, c'est compliqué. On a, il y a quelques mois, traité un kidnapping au Venezuela qui se passe dans une zone qui s'appelle le Barinas. Le Barinas, c'est la frontière entre la Colombie et le Venezuela. On a un ingénieur européen qui a été kidnappé et on reçoit un appel. Tout de suite après le kidnapping, les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui nous contactent pour dire voilà, nous sommes le front numéro 10 des FARC et nous avons kidnappé votre ingénieur. Tout à fait possible, hein. On sait que les FARC se trouvent dans la zone du Barinas, on sait qu'ils passent la frontière du Venezuela très souvent, et a priori ils l'ont kidnappé au Venezuela pour rentrer en Colombie, et ils nous demandent de l'argent. J'arrive sur place assez rapidement et je fais intervenir mon négociateur, un de mes négociateurs colombiens, qui me rejoint sur Caracas, puis on part sur le Barinas, et je lui dis écoute, prends contact pour déjà commencer à faire un peu le cadre de la négociation. En 3 minutes de discussion, mon négociateur me dit ce gars-là n'est pas des FARC, parce que ce gars-là n'est pas colombien. Avec son accent, je peux même te dire qu'il est tout à fait vénézuélien. Il a une petite pointe d'accent qui me laisse penser qu'il vient de la région de Caracas. Il doit avoir une 30aine d'années. Pour faire ce genre d'opération ici, en venant de Caracas, il appartient forcément à ce groupe criminel-là. Et je connais son chef. En 3 minutes, il a fait plus de renseignements que j'aurais pu faire en 6 mois. On gère des situations d'extorsion, des situations de fraude. On gère également des négociations sociales un peu tendues. Les affaires sur lesquelles je travaille, on n'en entend jamais parler. Et c'est l'objectif. On estime que le chiffre officiel de kidnapping, c'est plutôt 40 000. Pas loin. 40 000, c'est le chiffre officiel. Mes équipes ont traité un certain nombre de cas l'an dernier, plusieurs dizaines. On en a rapporté 2 officiellement aux forces de police des pays dans lesquels ça s'est produit. Ça veut dire qu'il y a un chiffre noir colossal. Et dans notre petite communauté de négociateurs, on n'est pas très nombreux à faire ce métier-là. On estime qu'on est plutôt proche des 500 000. Une ville comme Ciudad Juárez au Mexique, c'est 6 000 kidnappings recensés tous les ans. La durée moyenne d'un kidnapping, c'est moins de 5 jours. Il y a beaucoup de pays où on ne prévient même pas les forces de police locales. On a eu un cas au Mexique il n'y a pas très longtemps où c'était les policiers eux-mêmes qui avaient kidnappé. Mon métier, c'est de récupérer l'otage. Voilà. La vie n'a pas de prix, donc le prix n'a pas d'importance. Et quand il y a une assurance en plus qui est derrière, le prix n'a pas d'importance. Maintenant, le but du jeu, c'est de récupérer l'otage le plus vite possible, sans payer une fortune, parce que sinon on va encourager ce business du kidnapping. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez la prise d'otage de Neuilly en 1993, Eric Schmidt, qui prend Human Bomb, qui prend en otage 26 petites filles dans la salle de classe, c'est Sarkozy qui est allé négocier. Et il a été un excellent négociateur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas le décideur. Le décideur, c'était Charles Pasqua. Eric Schmidt voulait parler à Charles Pasqua, pas à Nicolas Sarkozy. Et Sarkozy, en tant que maire de Neuilly et ministre du Budget, a pris la main de la négociation. Il n'avait pas la responsabilité de la décision, il a été un excellent négociateur. Il disait, allez, laisse-moi sortir, allez, je prends le petit qui est là, je l'amène avec moi. Il a fait sortir 20 gamins sur 26 avant l'intervention du RAID, avant qu'on donne l'assaut. J'ai commencé par les négociations de prise d'otages au sein du RAID. Et aujourd'hui, j'enseigne la négociation à HEC notamment, et je forme des négociateurs dans le monde de l'entreprise en utilisant les mêmes référentiels, les mêmes méthodologies. C'est d'ailleurs la première négociation que nous avons faite, c'est aller voir les profs d'HEC pour leur dire « on aimerait bien faire vos cours, mais on n'a pas d'argent pour se les payer. Par contre, on a des calibres. » Et on leur a fait une proposition qu'ils n'ont pas pu refuser. Mais ils nous ont accueillis, ils nous ont ouvert les portes des cours de négociation d'HEC. Et on s'est aperçu en fait que les méthodes qui étaient utilisées dans le monde de l'entreprise, dans la préparation de la négociation, étaient assez transposables au monde des négociations extrêmes qu'on peut rencontrer au sein du RAID. Ce qui peut paraître surprenant, mais pourtant, à part l'enjeu bien sûr qui est différent, la méthodologie, l'approche, les points de passage sont les mêmes. On négocie avec nos collaborateurs, on négocie avec nos clients, on négocie avec nos partenaires, on négocie parfois avec l'administration. Et encore une fois, la négociation repose sur une capacité à se poser les bonnes questions. Quel est mon pouvoir de négocier? Quelle est l'analyse de la situation? Quel est le temps que j'ai pour mener cette négociation? Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas? La cartographie des gens qui sont face à moi. Si je ne suis pas le décideur, je peux jouer un certain nombre d'effets, notamment l'effet fusible. Voilà, écoutez, on est sur deux points là. Moi, je pense que le premier point, je peux m'engager. Sur ce point-là, moi, je suis d'accord. Ça rentre dans mes clous. Je peux vous dire oui sur ce point-là tout de suite. Par contre, celui-là, écoutez, je vais être très honnête avec vous, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que moi, je vais avoir du mal à faire accepter ça dans mon propre camp. Et il va falloir m'aider. Il faut m'aider là-dessus. Si je suis le décideur, je ne peux pas faire ça.
Si la partie adverse sait que je suis le décideur, je ne peux pas jouer de l'effet fusible. En plus, une fois que la partie adverse a parlé au chef, elle ne parle plus jamais aux autres. Ce qu'on appelle l'inflation narcissique. Je pense qu'on peut régler tous les conflits par la négociation, même les conflits sociaux très difficiles. Et souvent, on s'aperçoit que dans les conflits sociaux, les parties prenantes ne jouent pas la négociation sur le même terrain. On a des collaborateurs qui sont à 100% sur le terrain social et des entreprises qui sont à 100% sur le terrain économique. J'ai débriefé il y a quelque temps une négociation pour une jolie PME. Et le patron de cette PME, que je connais depuis très longtemps, l'un des amis d'enfance, il me dit, je me suis planté sur cette négo. Je suis allé voir un client que je connais bien, voilà, on fait du business ensemble depuis longtemps, je m'entends très bien avec lui. Ben, j'arrive pas à lui dire, bon ben voilà, il faut que j'augmente mes prix, quoi. J'arrive pas à faire passer le truc. Pourquoi? Parce qu'il privilégie la relation, il veut que ça se passe bien avec lui, au détriment de l'objectif de la relation. Cette relation, elle sert à faire accepter que tu vas augmenter tes prix parce que tes matières premières ont augmenté. Et il n'y arrive pas à passer le cap parce qu'il est trop dans l'affect. Il faut de l'affect, il faut de l'empathie, il faut de l'émotion. Mais s'il y en a trop, je ne suis plus efficace. Il faut arriver à trouver un terrain d'entente pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir débattre, pour ne pas forcément être d'accord sur le fond, mais au moins sur la forme, avoir une capacité à discuter. Moi, dans mon équipe, j'ai un de mes meilleurs négociateurs qui n'aime pas la relation. Il n'est pas naturellement ouvert vers les autres, il n'est pas extraverti. Si vous voulez rentrer en relation avec lui, il va falloir aller le chercher. Mais il est très bon parce qu'il sait ça. Et donc, il contre avec de la technique. Il utilise notamment une technique qu'on appelle l'écoute active. C'est des choses qui vous parlent, l'écoute active? Paraphraser, reformuler, identifier les émotions, recadrer. C'est les 4 techniques de base. Il y en a une douzaine, mais c'est les 4 techniques de base. Face à quelqu'un avec lequel je veux créer le lien, avant de commencer à faire de l'argumentaire, avant de commencer à poser la question « pourquoi ?», j'essaie de paraphraser ces mots dans ma bouche, j'essaie de reformuler ces idées avec mes mots, j'essaie d'identifier l'émotion qui le fait fonctionner. Ça, c'est le meilleur moyen de créer la relation, très vite. Il n'y a pas de négociation s'il n'y a pas de relation, quelles que soient les situations, avec un preneur d'otage, avec un forcené, avec un client, avec un partenaire. Et il n'y a pas de relation s'il n'y a pas un minimum d'empathie, donc d'émotion. La meilleure façon de stabiliser une émotion, c'est de la verbaliser. Moi, j'ai une phrase qui marche plutôt bien avec les gens en colère. Écoutez, je ne peux pas comprendre ce qui vous arrive, hein, d'accord? Et je n'ai pas encore tous les éléments. Mais de ce que vous venez de m'expliquer, oui, je comprends que vous soyez en colère. Il faut être capable d'utiliser tout un tas d'outils qui vont effectivement de la compréhension du profil de l'autre à des techniques d'influence, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, l'hypnose érectionnelle, l'écoute active, qui sont des techniques qu'on utilise pour créer le lien avec les gens qui sont en face de nous et faire un lien efficace. Dans une négociation, quand il n'y a pas grand-chose à lâcher et qu'on veut le lâcher tout de suite parce qu'on va être débarrassé, attention, si je lâche trop vite, ça n'a pas de valeur. La partie adverse va considérer que ce que j'ai donné n'a pas de valeur parce que je l'ai donné trop tôt. Et donc elle aurait pu obtenir autre chose. Elle va vouloir continuer pour aller plus loin. Donc attention, hein, c'est ce que les Grecs appellent le kairos, le moment juste, le moment opportun. En égo, il faut lâcher ce qu'on doit donner au moment où ça a pris de la valeur parce que la partie adverse est battue pour l'obtenir. Si elle ne se bat pas, ça n'a pas de valeur, même si pour vous, objectivement, c'est la seule chose qui a de la valeur. Au milieu des années 90, il y avait 30% des cas qui étaient résolus par la négociation. Et aujourd'hui, 85% des cas sont résolus par la négociation. La négociation, c'est de la préparation. Le référentiel, il sert qu'à se poser des questions, mais il faut se les poser avant. Les 6 premières étapes, c'est de la préparation. Sur quel pouvoir je vais jouer? Je suis décideur ou négociateur? Je vais m'appuyer sur mon pouvoir situationnel, mon pouvoir relationnel. Quel est le contexte? Est-ce que j'ai du temps ou pas de temps? Qui a la contrainte du temps? Quelle est sa position? Quels sont ses enjeux? Quelles sont ses attentes? Comment je comprends la cartographie d'acteurs? Qui est autour de cette négociation? Qui fait quoi avec qui? Alliés, adversaires, comment je les retourne? Quelle est ma technique, quelle est ma stratégie? Identifier la stratégie. Négociable, pas négociable, jamais négociable. Former l'équipe. Comment j'avance? On y va à 2, on y va à 3. J'y vais tout seul et puis je fais ensuite rentrer quelqu'un. Influencer, sur quoi je joue pour convaincre. Clôturer, à quel moment on s'arrête. Et puis, on débrief pour apprendre de l'expérience. Des choses qui sont simples. Il ne faut pas faire une usine à gaz. Il faut se poser juste des questions simples. Et si on arrive à bien se préparer, je pense qu'on peut faire face à toutes les situations, même les plus complexes. Merci beaucoup de votre attention.